Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 12 décembre 2023. On se fera un petit point BTC, on fera un petit point Ethereum également. Et vous avez choisi en commentaire Ultra UO, ce que je vais analyser aujourd'hui. Je remets en jeu HBAR contre TIA. Donc HBAR qui est revenu un petit peu en commentaire, vous le proposez, qui a une charte plutôt intéressante. Donc ça m'intéresse de faire un point dessus. Et voilà, donc c'est à vous de choisir TIA en commentaire ou HBAR, et je pense que dans 2-3 jours, si TIA n'est toujours pas choisi, je le retirerai, j'en mettrai un autre à la place, de plus compétitif. Donc c'est à vous de décider en commentaire. Alors, le BTC qui a formé un range depuis le dip de dimanche soir. Donc il y a un range qui a été formé. On est venu chasser le plus bas, donc ça on en avait parlé également, c'était une possibilité de venir chasser la petite mèche avant de repartir dans l'autre sens, sans forcément redéclencher une nouvelle phase de sommet, etc. Mais tout simplement déclencher un rebond, chose qui a été faite. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir au niveau du comportement du prix. Donc déjà, avant de parler du prix, aujourd'hui on a des événements importants quand même. On a le CPI aux États-Unis, une inflation qui est attendue à 3,1%. On était avant à 3,2%. Donc l'inflation qui stagne. Hein. Je rappelle que la target de la Fed c'est 2% et de maintenir l'inflation sous 2%. Donc pour l'instant on en est encore loin. On a également demain le FOMC, donc la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc normalement les taux ne devraient pas bouger. En tout cas c'est ce qu'indique le consensus. Si jamais les taux augmentent, ça n'est pas précisé par le marché et il y aura possiblement une pression baissière sur les assets à risque. Si ça ne bouge pas, c'est déjà pricé, il ne se passera pas grand chose. Et si carrément ça diminue, là c'est génial, c'est le jackpot, mais il y a très peu de chances que ça diminue également. Pourquoi ? Parce que l'inflation aux États-Unis a encore du mal à reculer. J'en ai parlé sur Twitter. Mais il y a un site qui s'appelle Choflation que je vérifierai, qui bug un petit peu, qui nous indique l'inflation aux États-Unis en temps direct. Donc en fait, ils répertorient un petit peu tous les prix et ils font leur propre inflation, leur propre indice. Et pour eux, l'inflation avait bottom en juin 2023 aux alentours des 2,06%. Et on a remonté au plus haut à 3,34. Et là, on est en train de s'établir à 3,06. Et on voit que l'inflation ne diminue plus depuis le mois de juin. On ne monte plus les taux, l'inflation ne diminue plus. Donc pour l'instant, la target des 2%, ça semble un peu mort. Le pari de la Fed, c'est de tout simplement laisser les taux hauts et de laisser l'inflation diminuer, ou de compter sur une hausse du chômage, donc une petite récession pour avoir une poursuite de l'inflation qui diminue. En tout cas, si les taux ne montent plus, il y a peu de probabilité qu'on aille s'enfoncer sous les 2% durablement, donc il va falloir compter sur probablement soit une récession, soit une hausse du chômage. Pour l'instant, le chômage aux États-Unis qui augmente pas du tout, si on regarde les stats du chômage aux États-Unis, il n'y a clairement pas de hausse. Si on prend sur 5 ans, voilà, ça bouge pas. Bon, il y avait la grosse hausse pendant le Covid, ce qui est tout à fait normal, donc ce qui a créé beaucoup de déflation, donc on a pu imprimer beaucoup de pognon sans avoir de répercussions immédiatement. Mais là, on voit que le chômage n'augmente pas du tout. Ok. Le jour où le chômage réaugmente, ça serait bon pour voir une inflation diminuer, mais c'est pas encore le cas. Donc deux possibilités, je répète, pour la Fed, soit monter les taux plus haut que prévu, ce qui n'est pas du tout pricé par le marché, parce que le marché a pricé un maximum à 5,50, donc le maximum qu'on a actuellement, voire 5,75 grand max, et a plutôt pricé une baisse des taux courant deuxième trimestre de 2024, où on commencerait à baisser les taux doucement. Mais le truc, c'est que c'est difficile de baisser les taux si l'inflation ne diminue pas. Donc, soit la Fed va monter sa target à 3% et se dire ok, bon bah on se contente de descendre l'inflation sous 3%, soit ils vont continuer de vouloir la ramener sous 2%, et donc à ce moment-là, il faut absolument que l'inflation continue de diminuer, et donc soit qu'on ait une hausse des taux ou une hausse du chômage pour justement réduire l'inflation. Pourquoi une hausse du chômage, ça peut permettre de réduire l'inflation ? Parce qu'en fait, quand les gens sont au chômage, d'une part, ils touchent moins d'argent, donc ils peuvent moins consommer, donc il y a moins d'argent qui circule dans l'économie, donc ça peut tout simplement freiner la hausse des prix, voire même entraîner une petite baisse des prix, ce qui du coup fait freiner l'inflation. Ok, je rappelle qu'aux États-Unis, le taux d'inflation, là on parle du CPI, mais le taux d'inflation agréé est de, ici ça peut pas
fonctionner, je vérifierai parce que je ne me suis pas encore inscrit, mais on est sur 23% d'inflation depuis janvier 2020. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est-à-dire que tout Américain a perdu 23% de son pouvoir d'achat en l'espace de 3 ans. Donc, si vous aviez 100 000 dollars à la banque, bah, les 100 000 dollars de 2020, ça vaut 77 000 dollars maintenant. Donc, c'est un peu du scam. Mais bon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc voilà, l'inflation qui continue de monter. Donc les gens, en fait, qui n'ont pas le choix que d'avoir 2 travails carrément. J'ai vu une data hier, il n'y a jamais eu autant d'Américains qui ont 2 travails en même temps, c'est énorme. Donc ça va être compliqué d'avoir une hausse du chômage. Donc voilà, la chose sur laquelle il faudrait vraiment faire attention, c'est la Fed qui en 2024 se réveille et dit ah on doit continuer de monter les taux, par exemple jusqu'à 6% ou 6,25, ça c'est pas du tout pricé par le marché et ça pourrait déclencher un narratif baissier sur les assets à risque et un narratif haussier sur le dollar index, ok. Donc ça, faudra faire hyper attention. Et oui, donc aujourd'hui CPI mardi 12, demain mercredi 13, décision de la hausse des taux ou non. Probablement pas de hausse. Donc pour revenir sur Bitcoin, alors le range s'est créé, on est d'abord venu chasser au sud, donc ça c'est un comportement de prix qui est plutôt cool, c'est toujours mieux de venir chasser au sud que de venir chasser au nord en premier. Par exemple, sur ce range, on est venu chasser au nord en premier, on a cassé au sud derrière, c'est très souvent comme ça que ça se passe un range. On avait vu les 2 setups, on avait vu le long ici avec le TP là, et on avait vu le short ici avec le TP, soit vite sur un 2 pour 1 ou un 2 pour 5, ou le TP sous le bas du range ici. Bon là il y a eu la grosse baisse, donc ça aurait pu être un TP beaucoup plus important, mais c'est simplement un concept de range, et du coup en termes de trading de range, on a refait la même. On est venu chasser, on a réintégré ici, donc techniquement l'objectif ça peut être le haut du range, surtout à l'approche d'événements comme le CPI qui sont des événements de liquidité. On va venir taper des zones de liquidité, donc là la zone de liquidité elle est clairement ici ou sur un plus bas, encore une fois. Donc à voir le marché va chasser quoi. Ce qui serait intéressant c'est de venir nettoyer les sommets ici. Si ça tient c'est très bien, ok, parce que si ça tient, tant que la zone ici elle tient, pour moi on peut clairement aller bouffer tous les stops ici et carrément faire un nouveau plus haut et ce mouvement baissier est fini, merci, au revoir. Et on se dirige vers les 45 000 au minimum et l'objectif ce serait 48 200, le sommet de l'année 2022 où il y a tous les stops qui sont en train de s'accumuler maintenant des vendeurs. En revanche, si le prix n'arrive pas à tenir, c'est-à-dire que le prix vient, chasse, réintègre, là ça devient un setup short avec une entrée en short, une invalidation juste ici. Et on peut garder ce short jusqu'au plus bas, voire même sur une jambe baissière encore plus importante. Par exemple, prochaine grosse zone de stop, 39 200 dollars, qui sera atteinte très très probablement si on perd ce niveau des 40 100 dollars définitivement. Pour l'instant qu'on n'est pas en train de perdre. Ce que je vois ce matin sur le prix, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a retrouvé un petit signe de force, donc on a enfin eu un premier signal dans la dynamique du prix. On prend le précédent creux qui est ici, qui a été cassé, ok, hop, on prend du coup ce sommet qui a été cassé également. Donc là on commence à avoir un petit changement dans le comportement du prix, où le prix faisait tac 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 tac, ça j'en parlais, jusqu'à ce qu'il y ait un changement, et donc là on est en train de l'avoir, où on a eu un sommet ici qui a été cassé, donc là il y a un changement dans le comportement du prix, et donc on peut trouver et augmenter les probabilités de trouver un creux ascendant. Ok, le creux ascendant, il pourrait se trouver où? Généralement, ce que je viens faire, c'est que je trace mon mouvement, enfin, le plus bas ici, je prends le plus haut et je localise la zone de rechargement. En l'occurrence ici, entre 40 800 et 40 600 dollars. Ensuite, ce que je fais, c'est que là, je suis en 15 minutes, je regarde en 1 heure si on n'a pas une autre raison de localisation. Je vois ici qu'il y a l'imbalance, il y a les zones de stop juste ici, donc ça serait légèrement plus haut que la zone de rechargement. Ça, je le garde sur mon graphique. Hop. C'est une imbalance horaire. Est-ce qu'on a quelque chose en H4? Bon, je doute. Non, on s'en fout. 15 minutes, ok. Et donc là, on a tous les stops ici. Je vois une nouvelle imbalance en 15 minutes, donc il y a une très bonne raison de localisation. Et ici, il y a la RLZ avec cette petite zone d'imbalance. Ok. Bon, notre objectif, c'est de trouver un creux ascendant. Ok. Et de ramener le prix pour chasser les stops qui sont en train de s'accumuler ici dans la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier qui est celui-ci. Et on a ces grosses zones d'imbalance, de bougies vectorielles. Donc, il y a de grandes chances que le prix puisse revenir ici et qu'il se fasse rejeter si on est vraiment en train de vouloir déclencher une correction plus basse. Bon, déjà, je vais
réajuster la RLZ short ici. Donc, l'objectif, c'est de trouver un long avec une invalidation claire qui peut nous ramener là-bas avec un bon risk-reward. Bon, déjà, on sait que l'entrée, elle ne se fera pas au-dessus pour moi des 41 000 $. Pourquoi ? Parce qu'on a tous les stops qui se sont accumulés, donc les stops intermédiaires qui se sont accumulés sous ce niveau. Ok ? Du coup, l'objectif, si on rentre long, déjà, c'est de le faire sous ces stop-loss. Ok ? Donc, soit ici, après pour l'invalidation, ça peut se faire sur le plus bas et on regarde si on a un risk reward qui est intéressant. Ici en l'occurrence 2,23, c'est clean. Après si on veut optimiser, on peut rentrer dans la zone de rechargement au niveau de cet imbalance juste ici. Ok, et donc là ça améliore le risk reward. Ok, donc c'est un peu les deux idées de trade que je vois pour nous ramener chasser les stops ici, qui ça est une zone de profit. Et s'il y a réintégration, à ce moment-là, switcher short, invalidation au niveau du plus haut que ce sera déclenché, et là tout simplement aller chasser les plus bas ici, voire même comme je vous ai dit 39 000, je ne sais plus, j'ai plus la data, 39 200 ici, qui serait un objectif. Le but c'est de faire des TP progressifs et d'accompagner le prix bien évidemment, de ne pas jouer au héros et de vouloir capturer un 9 pour 1, bon ça peut se faire mais ça peut être dommage d'être à 3-4 pour 1 et au final de finir en perte ou à break-even. Autant prendre des profits et se payer et sécuriser son trade et mettre des stops à break-even, histoire de s'assurer d'être en gain. Pas plus de choses à dire pour moi pour BTC. Là, je vous ai vraiment fait un point rapide, court terme. On a fait le point daily, weekly hier. Hein. Je vous invite à regarder le brief d'hier si ce n'est pas déjà fait, parce que j'ai déjà fait toute l'analyse daily hier. Donc là, voilà, c'était juste pour faire un petit point rapide sur ce qui pouvait se passer jusqu'au CPI et jusqu'à demain matin. Le prochain brief, tout simplement. Donc voilà, je serais plutôt dans l'optique d'essayer de trouver un achat, mais de ne pas le garder très longtemps ici. Donc là, c'est vraiment du day trading, hein. Puisque j'ai l'hypothèse que le marché va venir chasser les sommets. En fait, pour moi, c'est simple. Pour faire une continuation baissière, il faut d'abord venir récupérer ça avant de la faire. Okay, je pense pas qu'on ferait une continuation baissière sans récupérer les sommets ici. Donc voilà, c'est pour ça que le petit changement ici dans le comportement du prix peut nous indiquer un petit long pour amener le prix justement là-haut. Et on a vu à peu près les deux entrées, donc il y en aurait une à 41 050 et la deuxième qui fit parfaitement, qui serait aux alentours des 40 865 $ avec un stop loss au niveau du plus bas, donc grosso modo à 40 240 et un TP à 42 554 $ ici pour aller chercher les plus hauts, tout simplement. Pas plus de choses à dire pour BTC. Maintenant on va sur Ethereum qui va être ici. Donc Ether, on en a parlé, il faut absolument que ça tienne la zone de pullback ici pour ne pas s'enfoncer plus bas. Ça on l'avait vu en daily, vous vous souvenez. Si on réintègre sous la résistance, pour moi il faut être bearish tant que le marché n'arrive pas à ressortir et être bearish jusqu'aux 1900 $ au minimum pour venir récupérer toute cette zone de stop ici. Tant qu'on ne réintègre pas, pour moi, ça va et on peut toujours continuer d'aller faire des plus hauts potentiellement. Maintenant, le problème de TH, c'est qu'il est venu chercher 38,2. Vous vous rappelez, gros niveau très important. Ça peut être un top pour ETH, ça pourrait être un top. Donc, c'est une zone sur laquelle va falloir vraiment faire attention. Et du coup, ici, ETH, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, donc on avait la résistance précédente. Qu'on est venu pullback et donc ici avec cette mèche et on voit également que le marché en fait est venu chasser tous les stops intermédiaires, non il y a quand même des creux majeurs ici hein, mais on avait une bonne zone de stop, tous les creux qui étaient là et en fait on est venu chercher l'imbalance de cette bougie vectorielle. Vous vous souvenez, les imbalances de bougie vectorielle sont des zones très puissantes, surtout qu'en plus de là ça correspond à une zone de pullback. Donc on est venu faire ce qu'on appelle le Wyckoff check. En fait on est venu chercher la ligne de coup de la structure de tous ces W ici, donc super clean. Donc ça, tant que ça tient, pour moi, je ne vois pas de correction plus profonde pour ETH. Le jour où ça cède, bon bah comme j'ai dit à ce moment-là, faudra se donner rendez-vous et venir chasser les stops ici, hein, donc au moins sous les 1900 $, ok. Et du coup, quand on passe court terme, je pense que ça doit être assez similaire au BTC. Bah voilà, c'est exactement la même chose. Où donc là, on est venu prendre les stops ici, donc cette zone de stop a déjà été prise. On a tous les stops qui sont en train de s'accumuler ici. 1, 2, 3, 4. Là, vous voyez, c'est pas anodin que le marché est en train de dessiner ça. Il y a probablement quelqu'un qui veut filer une position ici. Donc là, le market maker est en train de s'assurer de très probablement laisser les gens trader ici pour y construire du volume, c'est-à-dire des stops de short, des liquidations de shorters pour que ces grosses entités qui
peut-être veulent sell algo, enfin ici c'est-à-dire en gros avec des algorithmes venir absorber tout le volume qui va s'exécuter ici pour vendre et se positionner short par exemple. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on se bat contre des acteurs du marché qui ont des informations qu'on n'a pas et qui ont énormément de volume à exécuter. Ok. Encore une fois, le market maker, il y a beaucoup d'incompréhension là-dessus. Oui, on laisse accumuler le market maker pour le bull market, ça c'est de la merde. Le market maker, il n'est pas là pour accumuler. Le market maker, il peut, s'il veut de son côté, avec les informations qu'il a, se construire des positions lui-même. Mais à ce moment-là, c'est en perso. Et en fait, il trade comme vous et moi. Mais le but d'un market maker, c'est de s'assurer que l'exchange soit liquide, qu'il y ait le moins de slippage possible, que les exécutions s'exécutent correctement, que les achats et les ventes, et que surtout, le market maker drive le prix là où on a une demande de liquidité parce que les exchanges gagnent de l'argent avec le volume et la liquidité qui est exécutée. Demain, si je paye un market maker qui m'exécute rien du tout, ça m'intéresse pas. Le market maker, je le paye, en contrepartie, je veux qu'il aille m'exécuter le plus de volume possible et qu'il le fasse correctement pour que d'une part je gagne de l'argent et que d'une deuxième part mon exchange soit liquide et que les gens qui traitent sur ma plateforme soient contents. C'est ça le rôle du market maker. Après, il y a différents rôles de market maker, comme s'assurer que l'arbitrage est bon, que le slippage va être bon, que l'order book est liquide, que les ordres s'exécutent bien, etc., etc. Mais le market maker, que le Bitcoin soit à 10 000, à 100 000, à 1 million, il en a rien à foutre. Son but, lui, il est payé pour assurer la liquidité sur le broker en question, tout simplement. Et donc, tout naturellement, le market maker, ce qu'il peut faire, bien sûr, un market maker, ça a énormément d'argent et comme son nom l'indique, c'est un market maker, mais vous êtes aussi des market makers puisque vous participez à la liquidité du marché. Mais bon, on est des petits market makers, entre guillemets, les gros market makers qui sont capables d'initier des mouvements ou de ramener le prix à un endroit spécifique. Parce qu'ils ont beaucoup de liquidités, ils peuvent s'arranger justement de le faire correctement. Et comment le faire correctement? C'est par exemple en créant d'énormes zones de stop comme celle-ci pour que d'autres entités qui, eux, veulent vendre, par exemple, puissent le faire. Ok. Ou par exemple, le market maker sait qu'ici, il y a déjà beaucoup de stop loss et de liquidation, parce qu'il y a plein de gens qui auraient shorté ici, par exemple, il va s'assurer qu'il y en ait encore plus, parce qu'il sait qu'il y a une demande d'institution, peu importe, ou d'un acteur qui est assez gros, qui veut justement exécuter des ordres ici. Et donc quand votre marché commence à vous dessiner des trucs comme ça, vous pouvez commencer à y mettre des hypothèses, c'est-à-dire que y a peut-être quelqu'un ici qui souhaite dans cette imbalance vendre gros, tout simplement. Et donc la confirmation que ça peut se passer comme ça, c'est le prix par la suite. Et donc une fois qu'on vient ici et qu'on réintègre, on peut avoir l'information que on s'est arrangé pour créer artificiellement cette zone de stop pour qu'elle soit récupérée par une grosse entité et que le marché simplement puisse se retourner, poursuivre son trend de baissier, parce qu'une fois que la liquidité est exécutée ici, le marché va rechercher une autre zone de liquidité, tout simplement. Pourquoi une autre zone de liquidité? Si ici on a quelqu'un qui a shorté énormément, il va vouloir acheter ses shorts plus bas, tout simplement. Et à ce moment-là, par exemple, on peut pousser le prix sous des zones spécifiques, comme toutes ces zones de creux où pas le market maker, mais l'entité ici qui a shorté pourrait racheter ses shorts. Ok. Tout comme s'il n'y a pas assez de liquidité, le market maker ici peut s'assurer de créer, comme ce qu'on a fait ici, des sommets, mais cette fois-ci des creux, pour forcer les gens à acheter ici, qui foutent tous leur stop ici et que le gars puisse racheter ses shorts grâce au stop et liquidation des acheteurs. Ok, comme ça que ça fonctionne le marché. Pour des gagnants, il faut des perdants. Et les gagnants, généralement, c'est des très gros portefeuilles. Et donc, il leur faut une grosse contrepartie. C'est un gros portefeuille, il vaut 1000, 2000, 3000, 10 000 participants. Et donc, il faut qu'il y ait peut-être 10, 15 000, 100 000 participants qui achètent pour qu'il y ait une contrepartie derrière. Tout simplement, ok. Donc au niveau du comportement du prix sur ETH, pareil, il y a eu ici une première petite structure plutôt cool, le petit W ici qui donne un petit peu de jus. Le truc sur Ethereum, c'est qu'on n'est pas venu chasser au sud. Bon après, en même temps, on a déjà poussé très bas et on est dans une zone quand même qui est plutôt intéressante. Mais bon, on pourrait revenir chasser les stops sous ce plus bas ou même les stops sous ce petit plus bas intermédiaire. Ça serait vraiment pas impossible, ça m'étonnerait pas. En fait, ce qui va être intéressant de surveiller, c'est où est-ce qu'on va ramener le prix. Donc là, voyez, on avait déjà tracé la zone de rechargement. C'est ce qui arrive très souvent, je vous en parlais. Il est très rare comment dirais-je, d'avoir une mèche comme ça et que ce soit pas retesté. Très généralement, il y a au moins, on comble un peu la mèche. Généralement, c'est 2 moitiés qu'on peut combler la mèche. Ici, donc, vous prenez toute votre mèche, vous regardez le niveau médian de celle-ci, qui est aux alentours, qui était à 2158. Donc on y est venu parfaitement et ça correspondait également à la zone de rechargement, ce qui est plutôt intéressant. Et du coup, ici, on se retrouve avec un second creux qui peut potentiellement se former. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir le prix. Le prix va venir chasser quelle zone en premier. Pour que ce soit bullish, idéalement, il faudrait que ce soit la zone au sud. Il faudrait d'abord qu'on fasse ça, qu'on continue d'accumuler des sommets ici,
d'abord on fasse ça, et qu'ensuite on réintègre, et là on aille bouffer tous les vendeurs, et que là ça réintègre pas, et qu'on y aille, et let's go. Ok, donc à ce moment-là, on fera un nouveau plus haut. En revanche, si d'abord on chasse les vendeurs, c'est qu'il y a probablement une contrepartie ici, donc il y a un gros acteur qui veut vendre des positions, tout simplement, probablement, dans toute cette zone d'imbalance qu'on a laissé traîner. On a également des niveaux clés qui sont le seuil médian de l'imbalance au niveau des 2285. Donc là, il y a plusieurs possibilités de trader ça. Si ça arrive à la version agressive, entre guillemets, qui est simplement de shorter l'imbalance et d'avoir une invalidation en dehors de celle-ci. Donc par exemple, ça peut être là, se protéger au niveau de ce sommet. Pas au-dessus, ça sert à rien, parce que si on y vient, bon, ça va se faire chasser, donc autant mettre son stop ici. Et de tout naturellement, par exemple, capturer un 2 pour 1 ou plus, ça dépend de la zone que vous voulez viser, par exemple, ou d'essayer d'optimiser. Par exemple, de se dire, ok, bon, bah, je vais rentrer le plus haut possible au sein de l'imbalance si ça m'est proposé, je vais invalider au niveau de ce sommet, donc là, déjà, en termes de risk-reward, on a mieux. Ou tout simplement d'attendre le comportement du prix, c'est-à-dire, on chasse, on réintègre, ok. Au moment où on chasse et on réintègre, à ce moment-là, tac. On peut rentrer invalidation ici, et donc là, déjà, on a un meilleur risk-reward, et au minimum, il y a de grandes chances de revenir chasser les creux d'ici, les 2155, et après si le mouvement correctif est plus profond et que malheureusement on perd cette zone, bon bah là carrément on pourrait accompagner son short potentiellement jusqu'au 1900, $3 ça pourrait être une bonne target, voire même ici les $1850, mais bon, faudrait accompagner son short, ça sera un swing short ici. Pas plus de choses à dire pour Ethereum, donc rappelez-vous bien, si c'est bullish, on est censé normalement soit casser et ne pas réintégrer, et donc à ce moment-là on peut remonter tranquille et on a fait le W bottom, merci, au revoir, on continue. Ou alors, d'abord chasser au sud, donc ça peut juste être cette zone de stop ici, ou chasser légèrement les plus bas, et une fois que ça c'est fait, aller casser au nord, et pareil, ne pas réintégrer et continuer, ok. Mais ce qui serait baissier, c'est faire ça, réintégrer, tant qu'on reste sous la résistance, on est dans un environnement qui sera baissier. Donc des fois ça arrive, que le marché, c'est pour ça qu'il faut accompagner son trade, que le marché arrive et fasse ça. Ça peut littéralement arriver. C'est pour ça que tant qu'on reste là-dessous, c'est baissier, et ça c'est bon pour les bears une fois qu'on a la déviation. Si on a ça par exemple, c'est super. Tant qu'on reste là-dessous et qu'il y a un comportement de prix baissier, creux et sommet descendant, il y a tout ce qu'il faut pour accompagner le prix plus bas. Donc, j'ai pas plus de choses à dire pour Ethereum. Comme je disais hier, j'ai déjà fait le point daily hier, donc il n'y a pas besoin de le faire. Là, c'était juste un petit point rapide court terme, et vous réexpliquer un petit peu ce fonctionnement de market maker, de liquidité, de volume exécuté, etc., parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, ou aussi beaucoup de choses qui se disent, mais qui ne sont pas forcément vraies, parce qu'ils ne connaissent pas forcément réellement le fonctionnement d'un market maker. Alors, maintenant, pour finir, Ultra UOS. UOS, bon, c'est un asset qui a réduit énormément sa volatilité. Vous avez le Volatility Index, qui est un indicateur qui va vous permettre, donc c'est un élève de l'école qui l'avait fait, qui va vous permettre en fait de pouvoir analyser la volatilité du marché et d'éviter d'acheter au pire moment. Quand c'est rouge, bien évidemment, c'est que la volatilité était au plus haut. Après, là, je suis en weekly, donc il y avait peu d'historique, donc vous fiez pas à ce début d'historique parce que c'était pas fiable. On est en weekly, il n'y avait pas assez d'historique. À ce moment-là, il faut passer en daily. Et ici, en daily, vous verrez qu'on a des phases de volatilité qui sont plus faibles. Donc, bon, après, là, il n'y a pas besoin d'indicateur parce qu'encore une fois, la charte de Yo, ça venait d'arriver. Donc, l'indicateur, il n'a pas encore de référence. Donc, en fait, il ne peut pas vraiment savoir si la volatilité est faible ou non. Là, c'est une volatilité qui est faible. Ici, on achète. Ces structures, ça s'achète sans problème. D'ailleurs, j'avais acheté du Yo à cette période en février 2021, ici, que j'avais distribué sur la montée, puisque ça d'ailleurs c'est une structure que je vous enseigne dans la formation gratuite qui est très puissante et qui vous permet d'avoir des points d'entrée très très puissants, tout simplement. Et je vous explique les conditions dans la formation gratuite et les pièges à éviter sur cette structure. Maintenant, pour revenir en weekly, pour un investisseur long terme, si vous croyez au projet, gaming, ultra, ça peut devenir une référence dans le gaming, etc. Ça peut vraiment être un concurrent de Steam, etc. C'est toujours bon pour faire du DCA, c'est-à-dire que tant qu'on est dans une faible volatilité, et donc là on a commencé à rentrer dans une faible volatilité depuis à peu près les 42 centimes, donc au lieu de faire son DCA n'importe comment ici et de se retrouver avec un prix moyen autour des $1, l'indicateur déjà va vous aider simplement à identifier une baisse de la volatilité. Ça peut être fait avec le Volatility Index, ça peut être fait avec les bandes de Bollinger, et les bandes de Bollinger c'est idéalement quand ça commence à se contracter, qu'elles deviennent plates, et donc là actuellement
elles étaient hyper plates ici, elles commençaient à le devenir ici, un peu ici, donc en fait ça vous permettait de faire un DCA autour des 22, autour ici des 17 et autour ici des 15 centimes. Donc c'est-à-dire un DCA qui est bien mieux fait qu'un DCA qui est fait n'importe comment sur cette descente, et comme je disais, de se retrouver avec un prix d'achat à 85 centimes. Donc ça vraiment c'est des tips qui peuvent vous permettre d'optimiser votre DCA et de pas vous retrouver malheureusement avec des entrées un petit peu mauvaises. Donc pour l'investisseur, c'est maintenant sur Ultra. Ok, vous pouvez acheter maintenant si vous voulez investir dans un projet qui pour vous a du potentiel. Ok. Maintenant, d'un point de vue graphique, c'est pas encore exceptionnel dans le sens où bon, ça ressemble un peu à Avax. Je vais vous expliquer 2-3 petits trucs, mais je veux dire voilà, on n'a pas encore le bottom du siècle, donc c'est peut-être pas maintenant le début du nouveau cycle haussier, parce qu'encore une fois, j'explique dans l'information, vous avez 3 cycles. Vous avez les cycles de hausse, les cycles de baisse et les cycles de transition. Quand on est investisseur, on veut se positionner dans le cycle de transition. Le cycle de transition, c'est le cycle quand il y a une faible volatilité, donc comme actuellement. Donc là, on sait qu'on est dans une phase de transition. Ok, donc c'est un bon moment pour investir. Maintenant, pour se dire c'est bon, let's go to the moon, c'est différent. Je vais vous donner les objectifs. Je pense que Ultra va venir chercher au-dessus de la zone des 50 centimes. En tout cas, c'est un objectif que je me donne tant que le Bitcoin est haussier et tant que les ETF ne sont pas là. Donc ça se trouve le Bitcoin est déjà en train de redevenir baissier, donc ça va être compliqué, mais si c'est pas le cas, je pense que Ultra peut aller faire un petit tour à 50 centimes. Je vous explique ça pourquoi juste après. Ce qui est intéressant, c'est de voir ici, donc peut-être que ça se verra mieux en logarithmique. Ouais. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on avait une grosse zone de stop juste ici, ok, que le marché est venu déclencher. Donc ça, c'est cool. Également, on avait ici un fort support, ok. Donc on avait toute cette zone de support ici, qu'on a tenu pendant pas mal de temps, que le marché est venu casser. Ici, donc ça je vais le mettre en vert. Allez, c'était un support. Un vert un petit peu plus flashy, augmenter l'opacité, voilà. Donc c'était la zone de support. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir qu'on a eu la cassure du support, la chasse au stop, ici, et on a eu ce qu'on appelle donc une déviation, réintégration avec le W. Structure qui est plutôt cool, ici. Tac, tac, tac. Donc c'est pas le W du siècle, parce qu'en fait, plus le W va être large, mieux c'est. Par exemple, comme ici. Tac, tac, tac. Donc là, c'était une structure un peu plus imposante, déjà, que ce qu'on a eu ici. Là, c'est une petite structure. Ici, elle s'est fait du 4 septembre 2023 jusqu'au 23 octobre, donc même pas un mois. Enfin, 1 mois et 3 semaines. Là, déjà, ça s'est fait du 26 octobre 2020 jusqu'à février 2021, donc il y a déjà plusieurs mois, donc c'était encore mieux, ok, ici. Et du coup, mais là, ce qui est cool, c'est que déviation, réintégration avec une structure haussière qui vient se former ici. Ou si on prend vraiment la ligne de coup de la mèche, ici. Donc là, je repasse en régular, et donc c'est bien d'avoir eu la réintégration. Donc là, vous voyez bien le support hein, qui est ici, qui a été cassé et qui a été totalement réintégré. Ici, avec le W. Ça, c'est super cool. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette zone de stop a été chassée également, et que pour moi, tant que le marché ne réintègre pas sous cette zone, clairement, c'est direction haussière. Premier objectif, ça va être la zone de rechargement de short du dernier sommet, parce que oui, encore une fois, on observe la dynamique du prix, et jusqu'à preuve du contraire, je suis toujours dans une dynamique baissière, un marché qui me fait des sommets descendants et des creux descendants. Donc j'ai toujours la possibilité, malheureusement, d'avoir un nouveau sommet descendant. Et donc, la théorie, c'est que généralement, ça se fait où? Dans les zones de rechargement de short, les sommets descendants dans une tendance baissière. Donc là, par exemple, je prends mon dernier mouvement, hop, la zone de rechargement de short, c'était ici, c'est exactement ici qu'on a trouvé notre top. Donc la zone de rechargement de short, elle sera entre 30 centimes et 35 centimes. Donc si vraiment UO, s'il n'a pas de jus et qu'il reste toujours très baissier, à ce moment-là, il va maximum, allez, je pense venir chasser la petite mèche d'ici, là, et on va venir en fait toper aux alentours des 33 à 35 centimes, et après malheureusement on repartira au sud, et on reviendra tester le support qui a été dévié, qui sera d'ailleurs aussi une bonne opportunité pour acheter ici, hein, tout simplement. Pour acheter long terme, parce que c'est un prix qui est plutôt intéressant, qui intéresse le marché. On voit qu'ici, une fois qu'on l'a cassé, on est venu pullback, on n'est pas repassé dessous, et on est parti chasser le sommet d'ici. Également, on a cassé des sommets intermédiaires, enfin des sommets ici qui appartenait à ce mouvement baissier, donc qui indique justement que le marché est mature pour retracer dans la zone de rechargement de short. Maintenant, s'il y a plus de jus, et donc ça c'est ce qu'a fait Avax, que je vous remontre ici rapidement, Avax en fait, il est venu ici faire la déviation, donc en fait on est venu dévier cette zone de stop et ce support,
Donc ça, ok. Et on l'a regagné pareil avec un W, ici. Vous voyez, on est venu dévier ça, on est venu chasser les stops, W, réintégration, et Avax, ce qu'il est venu faire, lui, c'est que pareil, il était dans une dynamique baissière, comme quasiment toutes les altes, comme ça. Il est venu tout simplement chasser tous les stops, ici. Donc il est venu au-dessus des 33, et là, il continue de travailler la grosse imbalance ici. D'ailleurs, Avax, je pense qu'il peut se diriger probablement vers les $51 dans les prochains jours. Mais pour revenir sur UOS, déjà, il reprend un petit peu de volatilité court terme. Là, si je passe en daily, on va voir qu'on a quitté cette phase de non-volatilité. Donc là, quand c'est dans le rouge, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Ça veut dire qu'on reprend de la volatilité et qu'on peut accélérer le mouvement, bien évidemment, dans la zone de rechargement de short, comme je disais. Et là, si on suit Avax, parce qu'on a fait une situation assez similaire, on est venu chasser une grosse zone de stop, on est venu réintégrer, et donc tout simplement, on peut toper en zone de rechargement de short, mais également, il y a un monde dans lequel UOS, il vient faire comme Avax, c'est-à-dire qu'il vient récupérer tous les stops qui sont en train de s'accumuler au-dessus de ce sommet weekly ici, au-dessus des 49 centimes de dollars, et du coup, on vient combler le reste de l'imbalance qui manquait ici, au-dessus, donc entre 49 centimes et 53 centimes. Ça peut clairement être une possibilité, ok. Il y a beaucoup d'altcoins qui ont fait ça, je vous ai montré Avax, mais il y en a d'autres. Et donc voilà, c'est à ne pas exclure. Donc premier scénario, enfin pour moi, tant qu'on tient le sommet ici des 23 centimes, allez, entre 20 et 23 centimes, objectif, chasser vraiment tous les stops intermédiaires, donc aller jusqu'aux 33 centimes dans la zone de rechargement de short. À ce moment-là, si ça ne top pas et qu'on déborde le sommet ici des 42, je pense qu'on ira aussi déborder celui des 49 et qu'à ce moment-là, on aura eu le mouvement de la chasse au stop. Encore une fois, ce qu'il faudra surveiller, c'est est-ce que UOS, après avoir fait tout ça, il arrive à s'installer ou pas au-dessus des sommets. Si oui, on pourrait avoir un bottom un peu particulier et repartir dans une phase de bull market, comme ça. En revanche, et c'est aussi le risque de faire ça, c'est si UOS vient nous bouffer tous les stops et que derrière, malheureusement, il réintègre, ça confirme qu'il n'est toujours pas prêt à passer dans un cycle de hausse, mais qu'il sera toujours dans ce qu'on appelle le cycle de transition, qu'on aura très très probablement trouvé notre bottom définitif ici aux 12 centimes, et qu'en fait on aura un retracement, et qu'on aura une nouvelle phase de range entre ce bottom et ce plus haut. Et donc, à ne pas exclure, si on top ici, à ce moment-là, un retournement en zone de rechargement, donc ça serait entre 28 et 21, donc on pourrait monter jusqu'à 55-50 centimes, et retracer à 28, voire 21 par la suite. Ou alors le concept de range à ce moment-là, donc c'est un retracement un peu plus important, qui serait retour dans le bas du range entre 21 du coup et probablement le support d'ici qui se serait formé entre 15 et 18 centimes, qui serait une excellente zone d'achat d'ailleurs. Et par la suite, le jour où le marché fait ça, là, avoir eu la confirmation que cette zone de transition c'est fini, on a bien la cassure, et donc là si on réintègre pas, let's go, on est parti pour le bull market. Donc grosso modo, soit ça échoue en zone de rechargement de short et ça reviendra retester la zone de support, soit ça n'échoue pas et on va ici chercher les 50 à 55 centimes. Après, ce qu'on regarde, c'est est-ce que ça tient ou non. Si ça tient, c'est très bien. Pour les investisseurs, encore une fois, à très long terme, pour moi, 50 centimes, c'est pas forcément une zone de vente agressive, c'est juste une zone, voilà, on peut prendre un petit peu de profit, histoire de moins de 15% de la position, hein, histoire de se payer un petit peu et prendre un peu de bénéfices. Parce que c'est une zone de vente quand même. Mais voilà, un investisseur long terme, je vous le dis honnêtement, UOS, ça l'intéresse pas de vendre massivement tant qu'on sort pas de la zone de rechargement long terme. Donc tant qu'on est sous $1, UOS, ça se vend pas massivement. Tant qu'on est investisseur, ça se hold. Après, on peut essayer de vendre un petit peu ici pour acheter un petit peu plus bas pour faire de l'accumulation. Mais voilà, le bag qui serait vendu ici, ce serait pour essayer de le racheter plus bas et accumuler sa position, tout simplement. Pour du long terme, voilà, pour moi, c'est minimum au-dessus des $1. Et après, pour les objectifs, je pense que UOS peut revenir facilement au niveau des $1,15. Et après, bien sûr, il y a tout ce qui est zone de rechargement de short, etc. Donc entre 1,60, $2. Et puis, si c'est un projet, si le gaming prend une grosse ampleur dans le marché crypto, que UOS arrive à atteindre des capitalisations plus importantes, bon, bah, à ce moment-là, au minimum, on pourrait chercher entre 4 et $5. Après, encore une fois, c'est un projet avec une petite capitalisation. Ça se trouve, un jour, il va monter 1 milliard de market cap. Et donc là, à ce moment-là, il coûte plus de $10. Enfin, là, j'ai pas la capitalisation en tête. Je vais regarder ça rapidement. On est autour des 88 millions. Donc voilà, s'il monte autour des 1 milliard de dollars en termes de capitalisation et qu'il n'a pas beaucoup d'inflation,
il a fait plus d'un fois 10. Donc à ce moment-là, déjà, il est autour des 2,60$, 2,70$. Et un jour, s'il monte à 5 milliards, imaginons qu'il devient quand même un gros acteur, etc. Bon, bah à ce moment-là, il cherchera des valeurs plus importantes. Son top au niveau de son market cap, c'était ici 650 millions. Donc voilà, si un jour il monte à 2-3 milliards, bon, bah à ce moment-là, il y aurait vraiment un retour sur investissement qui serait super, super intéressant. Ok ? Mais voilà, ça peut être encore la phase de transition. Donc comme je disais, soit on casse maintenant, on y va, let's go, bon bah c'est bon, c'est parti, donc on aura eu un petit bottom, soit on chasse et à ce moment-là on réintègre. Là pour moi il y a l'information qu'on crée un range entre ces deux bornes et qu'on aura un retracement assez important, proche de ce creux pour trouver le creux ascendant. Je pense pas qu'on ira plus bas puisque tous les stops ont déjà été pris, enfin tous les stops. Après encore une fois il y a des stops des plus bas, est-ce qu'on ira faire un plus bas sur UOS à 7 centimes? C'est pas impossible. Mais dans cette théorie on casse les sommets, je pense qu'on aura trouvé le bottom et on aura un retracement ici pour à ce moment-là faire la grosse structure, donc ça serait une bonne zone d'achat et avoir par la suite le vrai début du bull market avec une bonne structure de bottom, une grosse phase d'accumulation pour aller chercher la phase de bull market par la suite. Donc malheureusement tous ceux qui vont rentrer en FOMO ici, si ça réintègre, pourraient capituler parce que c'est quand même une chute de 70% et ça peut être dur d'accepter 70% de baisse. Généralement c'est à ce moment-là que les gens commencent à capituler. Donc je m'arrête ici pour Rios, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous pouvez rejoindre le VIP, il y a le lien en commentaire épinglé de cette vidéo, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Et c'est aussi la formation gratuite, hein, donc obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Donc ça c'est le premier lien, ça va vous ramener en fait sur le formulaire tout simplement. Donc vous allez arriver sur cette page, vous cliquez sur obtenir gratuitement, ici. Donc c'est une valeur de 229 €, mais c'est gratuit. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, exclusivement via le lien partenaire. Des fois, je reçois des mails, vous m'envoyez votre identifiant, mais vous ne vous êtes pas inscrit avec le lien partenaire. C'est pour ça que ça marche pas. Il faut absolument passer par ce lien ici qui est sur le site, hein, juste ici. Donc vous cliquez dessus, vous l'ouvrez et c'est à ce moment-là que vous pouvez vous inscrire. Ok. Une fois que ça c'est fait, vous allez atterrir en fait une fois que vous êtes inscrit sur votre dashboard ici. Donc vous avez votre identifiant, c'est composé exclusivement de chiffres, hein. Donc c'est ça l'identifiant. Vous venez, vous le copiez, vous le mettez dans le formulaire dans identifiant BitGet. C'est uniquement des chiffres, c'est pas le BG user, hein, vous trompez pas, c'est bien l'identifiant juste ici. Vous le mettez, vous mettez votre mail. Donc là, vous mettez, si vous êtes déjà élève, vous mettez votre mail de l'école. Si vous n'êtes pas élève, vous mettez le mail que vous utilisez pour recevoir vos mails, tout simplement. Une fois que vous avez mis ce mail et votre identifiant, vous faites recevoir gratuitement dans 10 à 15 minutes dans votre boîte mail, vous recevez la formation gratuite. Et puis par la suite, tout simplement, si vous tradez sur la plateforme pendant quelques jours, donc vous allez obtenir, donc c'est très simple, hein, pour avoir les conditions, il ne faut pas trader des tonnes de volume et énormément longtemps. Vous passez quelques petits trades pendant quelques jours et vous allez obtenir l'accès VIP. L'accès VIP, pour faire simple, c'est des vidéos exclusives. Donc là, je vais en tourner une aujourd'hui ou demain. Ça va dépendre si j'ai le temps aujourd'hui, sinon ce sera demain. Et donc je l'enverrai au VIP. On va faire un gros point sur la situation du marché, les ETF, l'halving à venir, un petit peu le price action qu'on pourrait avoir et ce que je pense un petit peu de l'halving. Également, ils auront aussi un point sur l'inflation, les taux d'intérêt. Donc là, j'irai vraiment plus en profondeur en parlant des taux de chômage, etc. La courbe des taux, on refera un point là-dessus. Les risques de récession, le dollar, on fera aussi une analyse du S&P 500 et des indices américains. Et ils auront aussi le droit à avoir quelques petites altcoins à surveiller pour 2024 que je vais leur mettre en fin de vidéo. Donc ça, ils l'auront, les membres VIP l'auront cette semaine. Si vous rejoignez le VIP par la suite, vous l'aurez aussi à ce moment-là, vous inquiétez pas, vous la verrez en rediffusion. Et également, ils ont accès à des trades en direct qui leur sont envoyés. Donc dans Setup Day Trading ici, il y a d'autres salons comme Bot DCA. Donc ça, c'est un bot qu'on a mis en place tout simplement, qui est un bot d'accumulation et qui a pour but de revendre assez facilement comment dirais-je, en profit. Donc c'est vraiment un bot d'accumulation qui est très très puissant, que les VIP ont également accès. Et ils peuvent aussi suivre les trades en direct. Vous pouvez suivre les performances du VIP. On a un petit Excel qui a été fait si ça vous intéresse. Il est dans le salon Performance VIP sur le Discord. Et donc là, vous voyez tous les trades qui sont déclenchés. Donc là, vous cliquez par exemple et vous voyez le lien, le trade, etc. qui était déclenché tout simplement. Donc là, par exemple, je prends, je sais pas moi, ce qui va vous intéresser, c'est peut-être le BTC, hop, ici.
Et donc là, voilà, vous avez justement les entrées, les sorties, etc., les TP intermédiaires, tout est inscrit et vous pouvez suivre ça en direct. Et aussi des lives qui sont faits en direct qui vous expliquent les setups et les concepts qu'on utilise. Donc ça, c'est mon collègue qui s'en occupe pour le moment, où il vous fait des lives en direct, il répond à vos questions, il vous montre les modèles qu'il utilise, comment ça fonctionne et comment vous aussi vous pouvez l'exécuter. En fait, c'est ce que vous retrouvez dans les salons Setup Day Trading quand vous pouvez suivre les trades en direct. Et le fait d'avoir les vidéos en direct, ça vous permet de comprendre et de ne pas suivre aveuglément, mais de comprendre la gestion du risque et l'exécution du trade, parce que vous avez eu des briefs entre guillemets juste avant qui ont été faits pour vous expliquer tout ça. Donc tout ça c'est gratuit, ok, ça vous permet vraiment de vous former correctement sur le day trading, comprendre le fonctionnement du prix et comment vous pouvez créer votre propre stratégie de day trading et pouvoir être rentable, ok. Par la suite vous avez potentiellement accès à l'école, donc ça c'est un abonnement qui est payant parce que c'est une formation de 19 heures qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, stratégie que vous pouvez mettre en place, créer vos propres stratégies, et on parle aussi d'investissement, créer vos propres plans, vous créer un mindset solide, comprendre la gestion du risque de A à Z, et également vous avez un suivi quotidien de ma part tous les jours où j'analyse les marchés avec vous en direct, je réponds à vos questions, j'analyse les assets que vous voulez, je vous présente aussi des assets que je trouve intéressants, qui peuvent être intéressants pour l'investissement, on voit des setups ensemble, et vous me demandez les analyses que vous voulez, sur les assets que vous voulez que je le fais, etc. C'est dispo en rediffusion pour ceux qui ne sont pas présents, vous pouvez poser vos questions en amont du brief si vous n'êtes pas présent pendant le direct, j'y répondrai également. Tout est dispo en rediffusion et l'abonnement est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Ça commence à 49 € par mois TTC, vous avez les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions. Actuellement on a 36% de réduction sur l'offre 12 mois, 380 € TTC au lieu de 588 €. Pour vous inscrire, c'est très simple, c'est le 4e lien en commentaire épinglé, rejoindre l'école. Donc simplement, c'est le lien école.letronfzco.com tout simplement. Vous cliquez sur ce lien, vous allez atterrir sur le site, vous choisissez votre formule et la possibilité de paiement se fait en carte bancaire ou en paiement crypto, c'est vous qui décidez au moment du paiement. Tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. À demain. Ciao, ciao.